Alors le deuxième panel est un panel autour de la politique. Et le sujet, pour moi et pour l'équipe avec moi, qui nous paraissait évident sur la politique, c'était le problème de l'inspiration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique n'inspire plus personne. On n'est plus inspiré. Il y a un vrai problème entre politique et inspiration. Pour parler du sujet, j'ai réfléchi aux politiques installées. Pour moi, le seul, et je ne me sens aucune flagornerie, le seul homme politique, entre guillemets, installé aujourd'hui, qui est un peu inspirant, qui a vraiment mis le doigt sur le fait que les hommes politiques aujourd'hui sont complètement à côté et ont vraiment un discours qui est tellement loin de nos préoccupations, et qui, en plus, sur un sujet, parlons-nous, qui a été médiateur de la République, c'était Jean-Paul Delevoye. Et je le remercie d'avoir accepté de venir parler avec nous, parce que pour moi, c'est vraiment la seule chance, dans ce monde des politiques installés, d'avoir quelqu'un, justement, d'un peu inspirant. Pour parler avec lui, on a fait appel à un jeune homme courageux, intelligent et courageux, qui s'est attaqué concrètement à la problématique de la politique, en particulier à l'organisation de notre démocratie. Et pour animer ce panel passionné, il fallait une grande professionnelle de la politique, une grande journaliste professionnelle. Christine Ockrent nous a fait le bonheur de venir. Donc j'appelle Christine Ockrent, Jean-Paul Delevoye et Armelle Lecause. Bonsoir. Alors Armelle, il paraît que vous êtes intelligent et courageux. C'est ce que vient de dire Bruno, donc c'est évident. D'ailleurs, pour porter un aussi joli pantalon par un soir d'hiver, il faut déjà être courageux. Vous avez 29-30 ans, je crois, comme tous ceux qui sont là, bien évidemment. Comment faites-vous pour ne pas, je suis sérieuse là, pour ne pas être découragé par la politique française telle qu'elle se déroule, qu'elle se dévide tous les jours depuis trop longtemps déjà? Je suis découragé. En partie. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle politique. Moi, avec mes yeux de 30 ans, je regarde le paysage politique en France. J'ai des gros moments de découragement. Et en même temps, faire de la politique, ça veut dire s'intéresser à la société. Ça veut dire essayer de penser une autre société possible. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'intéresse, que j'essaye de faire. Et finalement, quand on regarde d'un peu plus près avec une loupe, on s'aperçoit qu'il y a plein de politiques qui essayent de le faire aussi et qui s'engagent notamment à l'échelle locale pour faire ça. Et je suis parti faire un tour de France où j'ai été voir Jean-Paul Delevoye, mais aussi beaucoup d'autres candidats aux élections municipales et d'autres élus. Donc ça, c'était avant mars de l'année dernière? C'était il y a un an, voilà, avant les élections municipales de l'année dernière, et je suis parti pendant 6 mois faire du stop pour ne pas rencontrer que des politiques, pour essayer de parler politique aussi avec des citoyens lambda, et m'inviter à dormir chez des candidats ou des maires pour les interviewer sur eux, leur vision de la politique, et j'essayais de cibler ceux qui justement innovent sur la grande question de la démocratie qu'il faut qu'on, je pense, remette au centre du débat aujourd'hui en France, mais pas que en France. Et je me suis aperçu que les 36 000 communes françaises, c'était un vrai laboratoire d'innovation démocratique, et que du coup, ça redonne de l'espoir, et c'est quand je regarde ça que je me dis qu'il y a des raisons d'espérer et pas uniquement de désespérer. Jean-Paul Delevoye, vous avez eu un parcours absolument classique, mais avec une originalité, c'est que vous avez démarré dans le concret, dont vous êtes à peu près l'un des rares hommes et femmes politiques français à ne pas être énarque ou haut fonctionnaire. Vous avez démarré, je crois, dans l'agroalimentaire, une entreprise familiale, et puis votre cursus semble avoir été rectiligne, sénateur, vous avez été ministre dans le gouvernement Raffarin, 2002-2004, médiateur de la République, Bruno le disait, pendant 10-11 ans. Donc là, vous avez plongé véritablement dans la trame, dans la chair de la société française. Et j'ai l'impression, pour avoir eu le plaisir de discuter un soir avec vous, trop brièvement à mon goût, mais que c'est à ce moment-là, en fait, que vous avez pris peur de voir le décalage, en fait, entre le parcours d'un homme politique
et la réalité sociale, sociologique, telle qu'elle est vécue. Le 11 janvier, nous avons tous vécu un moment à la fois singulier, tragique et émotionnellement collectif, en tout cas pour un très grand nombre de Français, pas tous les Français, mais un très grand nombre de Français. Est-ce que pour vous, cette date du 11 janvier a été un moment d'encouragement pour du long terme ou un magnifique feu de paille d'illusions déjà perdues? Le 11 janvier restera dans les mémoires très longtemps, dans la situation française. Mais il faut essayer de se poser un certain nombre de questions. S'il n'y avait eu que l'assassinat d'Hyper Cacher, y aurait-il eu une mobilisation? La réponse est non. On a eu des enfants assassinés à Toulouse. Je vois pas assez de petits papiers là pour dire non, mais, pas d'accord. Bon. Non, mais c'est un point fondamental. Par contre, le second élément, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que la mobilisation soit mondiale? Et probablement que le symbole de la liberté d'expression atteinte et de la violence a créé un sentiment absolument incroyable d'un bon sens populaire mondial, où chacun a pris conscience que brutalement, l'insouciance dans laquelle nous vivions, le rideau se déchirait, et qu'on prenait conscience que certains hommes et femmes considéraient que, en faisant taire celles et ceux qui défendaient notre liberté, ils estimaient gagner. Et le bon sens populaire, c'est qu'en réalité, ces assassins, car la force des mots est importante, ce ne sont pas des combattants, ce sont des assassins, ont en réalité montré leur faiblesse. Car s'ils ont ciblé les journalistes de Charlie Hebdo, c'est qu'ils ont montré à la face du monde qu'ils étaient touchés par la force des dessins, par la force des caricatures, par la force des écrits. Et le monde entier a pris conscience qu'au tribunal de l'histoire, toujours, la force des mots a supplanté, a écrasé la force des armes. Il y aura d'autres morts, il y aura d'autres attentats. Mais la guerre est lancée puisqu'en voulant faire taire 17 personnes, ils ont fait lever des milliards d'individus dans le monde entier. Oui, mais hélas aussi, pardon, je vous interromps, mais aussi, hélas, des millions et des millions de gens qui, au contraire, ont approuvé les assassins. Donc, la dimension mondiale du phénomène, elle est extraordinairement partagée. Et voyez à quel point, dans les pays anglo-saxons, les chaînes de télé, moi j'étais sollicité par CNN et BBC, etc., pendant toutes ces journées, et il n'était pas question pour eux de montrer les dessins de Charlie. Donc, mais revenons à la problématique franco-française, puisque c'est notre thème ce soir. Armelle, est-ce que vous pensez, vous qui avez parcouru la France profonde, même si l'adjectif est facile, est-ce que vous pensez que ce 11 janvier a été vécu aussi intensément que le laisse entendre Jean-Paul Delevoye? Non, il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est passé. Après, la question que vous posez, est-ce que c'est un feu de paille? Je pense que c'est une vraie bonne question. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Une fois qu'on a cet éveil, est-ce qu'on peut réussir à en profiter pour en faire quelque chose, ou est-ce que ça va retomber? J'ai peur que ça retombe. La grosse question que ça me pose derrière, et la grosse question que dans ce Tour de France, mais même au-delà de ça, je me pose, c'est est-ce qu'on est dans des sociétés qui forment suffisamment des citoyens conscients de l'intérêt général et acteurs du bien commun? Et ça, aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression qu'on peut que répondre non à cette question-là, et que le véritable enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas des 2, 3, 4 nouveaux Français, parce qu'ils étaient Français, qui viennent assassiner la liberté d'expression ou d'autres valeurs. C'est super qu'il y ait cette réaction-là, mais comment est-ce qu'on peut éviter que ça réapparaisse? Et à mon avis, là, une des réponses à la question, c'est former beaucoup plus des citoyens, des acteurs de la société qui sont conscients d'eux-mêmes au sein du commun et qui sont capables d'agir pour ce commun. Et ça, aujourd'hui, voilà, je trouve qu'on ne le fait pas suffisamment. Il y a un paradoxe dans toute cette affaire, c'est au fond le rôle des partis politiques. Vous, Jean-Paul, vous avez décidé de quitter l'UMP parce que, à un moment précis de notre vie politique, vous avez préféré voter socialiste
plutôt que de suivre la ligne imposée? Non, non, j'étais en charge de ma commune. J'avais très clairement indiqué que j'arrêtais, je ne renouvelais pas mon mandat, Bapaume, hein. parce que je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Et qu'à l'évidence, ma question, c'était qui dois-je soutenir pour continuer la dynamique de rassemblement que j'avais voulu installer. Et à l'évidence, le candidat de l'UMP était quelqu'un qui ne me plaisait pas du tout, et le meilleur candidat qui répondait à ma question était un député socialiste. Et donc, sans hésiter, puisque moi, ma question, c'était quel est l'intérêt des Bas-Palmois, les partis politiques, c'était quel est mon intérêt. Et j'ai donc décidé publiquement. Alors on m'a dit, pourquoi tu le dis publiquement? Parce que j'ai dit, le politique, c'est d'afficher ses idées publiquement. Et donc je ne regrette absolument pas, car la politique, c'est d'abord de servir son territoire, ses habitants, leur porter un projet et de choisir celui qui est à même de pouvoir mieux porter ce projet. C'est pas, et en France, on est dans un problème terrible, mais qui ne concerne pas la politique. C'est qu'on est comme dans une boîte de conserve, c'est fin ou extra fin, c'est-à-dire que dès qu'on est... Moi, j'ai une question à poser aux hommes politiques. Je dis aux socialistes et aux hommes de droite, vous cultivez tous la tolérance. Et vous êtes tous en train de dire, je suis le plus tolérant, sauf si le type n'a pas la même carte que vous. Donc on est aujourd'hui dans une hypocrisie qui fait qu'on n'adhère plus à un parti politique par conviction, on adhère pour faire des carrières et pour défendre une conquête de pouvoir. C'est nouveau, ça, vraiment? C'est nouveau ? Oui, oui, je pense que... Non, mais je pense qu'à une certaine époque, on avait la chance... Moi, je suis orphelin de l'idéologie de gauche et de l'idéologie de droite. On avait des combats libéraux, communistes, gaullistes. C'était des vrais sujets. Or, les Français adorent la politique, mais ils ont horreur de politiciens. Et qu'aujourd'hui... oui, mais c'est ça le sujet. C'est-à-dire que en fin de compte, aujourd'hui, on ne souffre pas d'un manque de politique, on souffre d'un excès de politiciens. Les gens ne souhaitent qu'une chose, c'est une espérance politique nouvelle en Europe, une espérance politique nouvelle. La question que posait d'ailleurs Laurent Berger, souvent, je l'entends dans ses débats, c'est dans quelle société allons-nous vivre demain? Est-ce que c'est là, chacun pour soi? Or, je rappelle que M. Obama, M. Bernanke est le fondateur de Davos, a dit cette année, l'année 2015, sera l'année de la dislocation ou l'année de la solidarité. Ça, c'est politique. Est-ce que l'on vire tous nos pactes collectifs? Parce que quand on est bien portant, on n'a pas envie de payer pour celui qui est malade. Quand on bosse, on n'a pas envie de payer pour le chômeur. Et quand on paye des impôts, on n'a pas envie de payer pour celui qui est assisté. Si c'est ça qui est en marche, il faut l'assumer. Et moi, je suis contre ça. Parce que ce qui a fait la force de la stabilité du modèle économique européen, du modèle de société européen, l'Europe, c'est 6% de la population mondiale, c'est 20% du PIB, c'est 50% de transferts sociaux. Vous savez que c'est la formule favorite d'Angela Merkel quand oui, elle dit qu'il y a trop de dépenses sociales. Alors, mais aux États-Unis, c'est le pays de la liberté, mais si vous êtes malade et si vous n'avez pas de boulot, vous crevez. Donc, le vrai sujet, c'est comment aujourd'hui favoriser la créativité qu'évoquait Alice tout à l'heure sur les start-up, permettre aujourd'hui, on ne prend pas de risques, on les freine, mais comment aussi, quand il y a un pépin, parce que ça peut tous nous arriver, comment on assure un pacte collectif, et le travail des syndicalistes va être compliqué. On évoquait ça avec Laurent tout à l'heure. Parce qu'avec le numérique, la relation au travail, au temps de travail, à la localisation, les politiques n'ont pas compris qu'aujourd'hui, avec une croissance plus faible, on ne va pas pouvoir financer sur le travail, la retraite et la santé. Donc tout sur la table est politique. Quel est le modèle de financement pour la sécurité sociale, les principes de dépenses, les principes de recettes? Quel est le modèle de le système de retraite avec un allongement de l'aide? Tout est politique. Mais si évidemment chacun se sert des politiques, voire des syndicalistes, pour défendre ses intérêts, on revient à la fameuse formule de Bastia, chacun considère que l'État est une fiction qui permet à chacun de vivre au détriment des autres. Donc ou on joue collectif, ou on joue chacun pour soi, mais le choix est devant nous. Or les politiques, quelquefois, ils amusent à nous cliver les uns par rapport aux autres, et derrière, les politiques de droite défendent les toubibs, les politiques de gauche défendent les professeurs, et derrière, le collectif, on s'en fout. Ben, ça ne pourra pas durer. Oui, mais en même temps, on est dans un pays où le vocabulaire, où le verbe est très important. Et donc, il y a une espèce d'inflation de mots. Tout le monde a la République à la bouche. Armel, pour vous, pour quelqu'un dans 30 ans, est-ce que la République est véritablement, de façon justifiée, un monopole de la vie politique en France? Pourquoi est-ce qu'on invoque toujours la République comme un totem qui garantirait, en fait, ce que Jean-Paul Delevoye vient de décrire, c'est-à-dire cette idée d'un collectif prêt à tous les sacrifices pour le bien commun? Est-ce que c'est un mot qui a encore un sens? Je pense que c'est un mot qui est important, mais j'arrive pas à savoir ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, moi, le mot démocratie me parle beaucoup plus que le mot république, même si ça me semble primordial de mettre des choses en commun et de se mettre d'accord sur un commun. Mais pour moi, la démocratie, c'est une forme de gouvernance et c'est redonner
c'était donné, c'est le pouvoir aux citoyens, et le pouvoir de quoi? Pas forcément que de décider, aussi le pouvoir d'agir. Et moi aujourd'hui, c'est autour de ce mot-là que j'ai envie d'agir, c'est autour de ce mot-là, c'est celui-là qui me parle le plus. Et j'ai l'impression que les indignés, les 99%, même peut-être d'une certaine manière les bonnets rouges, je vais aller faire mon tour de France, il y avait des bonnets rouges, sûrement Syriza, Podemos, tous ces mouvements populaires qui se réveillent, j'entends beaucoup plus le mot démocratie et une aspiration à la démocratie que le mot république. Jean-Paul Delevoye, est-ce que les partis politiques, toutes tendances confondues, sont à votre avis coupables d'avoir en fait sclérosé cette vie démocratique à laquelle aspire Armelle? Autrement dit, vous disiez les jeux personnels, mais enfin ça, en gros, c'est vieux depuis la démocratie précisément, qu'il faut le rappeler à l'origine était réservé aux citoyens, c'est-à-dire aux bourgeois et non pas à tout le monde. Est-ce que les partis politiques sont responsables de l'atonie de notre démocratie? Je ne veux pas tomber dans le procès facile des politiques, parce qu'on a quand même des politiques qui font des choses assez extraordinaires, ils sont loin d'être idiots. Le vrai sujet, c'est qu'en période de crise, est-ce que nous sommes capables d'avoir un système démocratique qui permette de pouvoir enclencher les changements quand on les a tellement habitués, les électeurs, à défendre leurs intérêts au travers des échéances politiques? Et la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que Lévi-Strauss parlait de cela de façon extraordinaire. C'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour une nation. Il y a trois sentiments qui soudent une population. C'est les espérances, les peurs et les tentations de quitter le système. On vient de vivre 30 ans de croissance dans lequel le modèle économique américain qui s'est imposé à la face du monde disait « vous soutenez la performance économique et derrière le progrès, il y aura le progrès social » avec une répartition relativement homogène des croissances et des richesses créées sur l'ensemble des déciles des revenus. Là, la crise montre qu'en réalité, Obama, formidable victoire économique, formidable défaite électorale, parce que les salariés américains disent la richesse augmente, mais pour 1% d'Américains, et nos salaires baissent. Et donc, il y a une rupture politique. Or, qu'est-ce qui se passe? Mais en France, on n'est pas du tout dans une situation semblable. En France, les inégalités sont régulées grâce au pacte politique, au collectif. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'on rentre dans une crise où l'échec du chômage va devoir quand même se poser, où l'échec scolaire va quand même se poser, et on s'aperçoit que, Alice le disait très bien, on est rentré dans un monde dans lequel la créativité, l'inventivité française, derrière chaque réussite numérique au monde, il y a un ingénieur français. Il n'y a pas une banque française souvent. Hein. Oui, non, mais vous avez raison. Mais on est dans un moment totalement fou, où nos politiques ne sont plus porteurs d'espérance collective. L'émergence des peurs est en train de monter à toute vitesse. Et qui récupère les peurs? Marine Le Pen. Et la tentation, soit de partir à l'étranger, soit d'aller au black, gagner les sous qu'on n'a pas dans le système, il est présent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas de critiquer les politiques, c'est de critiquer l'absence de projet politique. Regardez, tous les débats politiques sont des débats de caractère budgétaire. Regardez aujourd'hui le débat sur l'Europe. C'est les budgets. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Dans la dernière campagne présidentielle, avez-vous entendu entre M. Hollande et M. Sarkozy un seul débat sur des projets de société? Rien. Et on est parti, évidemment, les sociétés vieilles sont obnubilées par la sécurité, or les sociétés jeunes sont obnubilées par l'intelligence et l'enthousiasme du futur. Et ce qui est en train de se passer, c'est que je crois que la faiblesse des États sera compensée par la force des territoires, et que la force des citoyens compensera la faiblesse des partis politiques. On a un génie français aujourd'hui, c'est que quand vous regardez sur le terrain, il y a plein de pépites, Alice, d'autres, etc., etc. Ça pullule. Les jeunes, ils ont des idées dans tout azimut. Vous ramassez toutes ces idées-là, Armelle, on a souvent débattu, vous arrivez à Paris, vous arrivez à un pessimisme national. À Paris, on est toujours dans le malheur, dans la détresse. Donc, comme disait l'autre, il faut mettre Paris à la campagne. Il faut libérer les initiatives. Faites confiance aux citoyens. Les Danois, ils ont tout pour être malheureux. Il fait noir à 5 heures, ils payent 75% d'impôts, etc., etc. Et ils se suicident beaucoup. Et ils sont heureux. Et vous leur posez la question, faites-vous confiance à l'autre? 75% des Danois disent oui. Vous posez la question aux Français, 25%. On est tous en train de se méfier de tout le monde. Faisons confiance aux jeunes, et je peux vous dire que le pays, il va changer à toute vitesse. En guise de conclusion, brièvement, quand vous votez pour ou vous votez contre? J'ai presque envie de répondre, je vote pas, même si c'est pas forcément mon cas à moi. Mais vous, je parle de vous. Je vote...
La dernière fois, j'ai déchiré ma carte d'électeur et je l'ai mise dans l'urne comme ça, dans l'enveloppe, parce que je n'arrivais pas à voter ni pour ni contre. Et voilà. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Paul Levoy quand il dit que les forces citoyennes vont réussir à pallier à ces problèmes politiques. Je vais prendre un exemple qui m'a vraiment marqué dans ce Tour de France. Je pense à des petites villes du plateau de Millevaches dans le Limousin ou de Trémargat en Bretagne, des endroits comme ça où en fait le politique dit on ne peut pas tout faire, on a un budget minuscule et ce qu'on va faire c'est qu'on va organiser des chantiers participatifs pour faire le reste. Et en fait, si on imagine ça à l'aube de l'entrepreneuriat, du numérique, en se disant comment est-ce qu'on se met en réseau sur des plateformes pour co-construire entre citoyens nous-mêmes des solutions aux problèmes qu'on veut résoudre, là il y a un vrai truc et c'est faire de la politique mais autrement qu'à travers les partis ou les institutions classiques, et ça oblige l'institution à se poser dans un autre rôle, dans une autre posture qui est celui de l'animateur des dynamiques locales et non plus celui du visionnaire qui va faire de manière descendante, voire parfois condescendante. L'animateur que je suis vous dit à tout à l'heure.